Je suis revenu. Mais ma maison n'était plus la mienne. J'ai sonné à ma propre porte. J'ai entendu des pas. La porte s'est ouverte, et l'homme qui a ouvert, ce n'était pas moi. Ce que j'ai fait à ce moment-là est la chose la plus difficile qu'un être humain puisse faire. Et quand tu le verras, tu vas comprendre quelque chose sur l'amour, la perte et le temps que personne ne t'a expliqué comme ça. Je suis soldat. Ça fait 12 ans. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi enfant, c'est quelque chose que j'ai choisi lentement, en adulte, sans me rendre compte que je ne pouvais plus m'en défaire. Il y a des métiers qui te changent à l'intérieur avant que tu ne remarques que tu as changé. La mission est arrivée un mardi, un ordre, une destination, une date. Je ne l'ai pas choisi, mais je ne l'ai pas refusé non plus. La dernière nuit avant de partir, mon fils avait 4 ans. Il m'a demandé de ne pas éteindre la veilleuse du couloir. Il avait peur du noir. Cette semaine-là, il avait fait des cauchemars. Je lui ai dit oui, que quand je rentrerai, je la laisserai allumer toute la nuit. Je le lui ai promis, c'était une petite promesse. Du genre qui ne pèse que quand on ne peut pas la tenir. Si tu as déjà promis quelque chose à quelqu'un que tu n'as pas pu tenir, pas par choix, mais parce que la vie ne te l'a pas permis, cette vidéo est pour toi. Reste. Ma femme m'a accompagné jusqu'à la porte. Elle portait le pull bleu qu'elle mettait toujours quand elle ne savait pas quoi mettre. Elle ne pleurait jamais quand je partais. Elle m'a dit ce qu'elle disait toujours. Reviens entier. Elle ne m'a pas dit je t'aime. Ce n'était pas nécessaire. On était ensemble depuis 11 ans. Il y avait des choses qui n'avaient plus besoin de mots. Je l'ai embrassée. Je suis monté dans le transport. J'ai regardé par la vitre jusqu'à ce que la rue disparaisse. La veilleuse du couloir était allumée. C'était la dernière image que j'ai emportée de chez moi. Les premières semaines en zone d'opération ont un rythme qui ne ressemble à rien de ce que tu connais avant de le vivre. Ce n'est pas la peur que tu... Imaginez, c'est quelque chose de plus sourd, de plus constant, une tension qui ne disparaît jamais complètement, ni quand tu manges, ni quand tu dors, ni quand tu ris avec les autres pour une bêtise à 2 heures du matin. Tu apprends à vivre avec cette tension à l'intérieur, à l'ignorer, à la traiter comme le bruit de fond d'une ville qui n'est pas la tienne. J'ai écrit à ma femme 3 fois cette première semaine, des lettres courtes, sans détails sur où j'étais, ni ce qu'on faisait. Les règles ne le permettaient pas. Je lui disais que j'allais bien, que je pensais à elle, que je pensais aux petits, que quand je rentrerais, on ferait quelque chose de grand tous les 3. Je ne savais pas quoi, juste qu'on le ferait. Dans la dernière lettre, je lui ai demandé si mon fils faisait encore des cauchemars, si la veilleuse du couloir était encore allumée. Je n'ai jamais reçu de réponse. Pas parce qu'elle n'avait pas répondu, mais parce que le convoi est tombé avant que ça n'arrive. Le convoi est tombé dans une embuscade 3 semaines après l'arrivée. Je me souviens du son, un son qui ne ressemble à rien de ce que tu as entendu avant. Je me souviens de la poussière, de la chaleur, du sol très près de mon visage. Et je me souviens que la dernière chose à laquelle j'ai pensé avant de perdre connaissance, c'était mon fils qui me demandait si j'allais éteindre la lumière. Et ma femme à la porte avec son pull bleu, et que je ne leur avais pas dit assez, que j'avais toujours pensé qu'il y aurait plus de temps pour le dire. Je me suis réveillé dans un endroit que je ne reconnaissais pas, avec des blessures que j'ai mis des mois à comprendre, sans savoir où j'étais, sans savoir combien de temps avait passé, sans savoir si quelqu'un savait que j'étais encore en vie. Ce qui a suivi, c'était 7 ans. Je ne vais pas les décrire un par un. Il y a des choses qui ne tiennent pas dans les mots sans perdre ce qu'elles sont, mais je vais te dire ce que ces 7 ans ont été à l'intérieur, parce que c'est ça qui compte. La première année, c'était la survie pure. Guérir, comprendre où j'étais, cartographier ce qui m'entourait, ne pas trop penser à la maison, parce que trop penser à la maison était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. La 2e année a été la plus dure, parce que la 2e année, j'ai commencé à oublier des choses. D'abord, j'ai oublié l'odeur de ma femme. Puis j'ai oublié comment sonnait son rire, pas le rire de façade, le vrai, celui qui lui échappait quand quelque chose la prenait par surprise. Puis j'ai commencé à oublier la voix de mon fils. J'essayais de la reconstruire chaque nuit avant de dormir, de la répéter, de la conserver,
Mais la mémoire ne fonctionne pas comme ça. La mémoire a besoin qu'on la nourrisse. Et je n'avais rien pour la nourrir. C'est ce qui s'est approché le plus du désespoir dans ma vie. Pas les blessures, pas la captivité, pas l'incertitude. Oublier la voix de mon fils. J'ai essayé de m'évader 2 fois. Les 2 fois, j'ai échoué. La 2e fois, les conséquences ont duré des mois. Après ça, j'ai compris que partir seul n'était pas possible et que la seule option était d'attendre et de continuer à construire des raisons d'attendre. Alors, chaque nuit, avant de dormir, je faisais la même chose. Je calculais quel âge aurait déjà mon fils. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je l'imaginais. Je lui donnais un nouveau visage chaque année. Je lui inventais une nouvelle voix quand j'avais oublié la précédente. Je lui construisais une vie dans ma tête. Les amis qu'il aurait, les choses qu'il aimerait, s'il me ressemblerait plus ou ressemblerait plus à sa mère. C'était la seule chose que je contrôlais. Et dans les moments où j'ai pensé à abandonner, et il y en a eu plusieurs, je ne vais pas mentir, ce qui m'a arrêté, ce n'était pas le courage. C'était une question très simple. Qui va lui expliquer ce que ça veut dire de ne pas abandonner si moi j'abandonne maintenant? Personne ne savait que j'étais en vie. Les forces ennemies n'avaient pas signalé ma capture. Sans trace, sans négociation possible. Pour l'armée, j'étais mort au combat en 2e année. Pour ma femme, j'étais mort au combat en 2e année. Pour mon fils, son père était mort quand il avait 6 ans. On m'a retrouvé en 7e année. Une opération de renseignement. Je n'entrerai pas dans les détails. Je sais seulement qu'un jour, la porte s'est ouverte de l'extérieur. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était le pull bleu. Le vol du retour a duré 16 heures. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé. J'ai pensé à tout ce que j'allais dire en arrivant. J'ai répété des phrases. Je les ai écartées. J'en ai répété d'autres. Je les ai écartées aussi. Finalement, j'ai décidé que je ne dirais rien de préparé, que j'allais ouvrir la porte et laisser venir ce qui devait venir. Le taxi m'a déposé dans la rue habituelle, le même trottoir, les mêmes arbres, un peu plus grands, les mêmes fenêtres. Je suis resté un moment immobile sur le trottoir, sans bouger. J'avais besoin d'une seconde. Juste une seconde pour préparer quelque chose qui n'avait pas de préparation possible. La veilleuse du couloir était éteinte. J'ai monté les 3 marches, j'ai sonné. J'ai entendu des pas que je ne reconnaissais pas. La porte s'est ouverte. Un homme. La quarantaine, en pyjama, le visage de quelqu'un qui vient de se lever. Il m'a regardé sans comprendre. Je l'ai regardé sans pouvoir parler. Derrière lui, au fond du couloir, une petite silhouette qui émergeait des ombres. Mon fils, 11 ans, grand, les yeux exactement ceux de sa mère. Me regardant comme on regarde un étranger qui arrive à une heure qui ne convient pas. Il ne m'a pas reconnu. Bien sûr qu'il ne m'a pas reconnu. Il avait 4 ans quand je suis parti. Il n'y a pas de mémoire visuelle qui survive 7 ans à cet âge. Je le sais, je le comprends. Mais comprendre ça ne fait pas moins mal. L'homme à la porte a dit quelque chose. Je n'ai pas entendu quoi. J'avais les oreilles pleines d'un silence qui n'était pas du silence. Et alors elle est apparue. Elle est sortie du couloir avec le visage de quelqu'un qui a entendu quelque chose d'étrange et qui vient voir ce qui se passe. Elle portait un t-shirt, pas le bleu, un autre. Et il lui a fallu exactement 3 secondes pour comprendre ce qu'elle voyait. 3 secondes. La première, la confusion. La deuxième, quelque chose qui s'est brisé dans ses yeux d'une façon que je n'ai pas de mots pour décrire. La troisième, elle a porté sa main à sa bouche. Elle n'a pas crié, elle ne m'a pas enlacé. Elle n'a pas dit mon nom. Elle a juste porté sa main à sa bouche. Et dans ce geste, j'ai tout vu. J'ai vu les 11 ans qu'on avait passés ensemble, avant que je parte. J'ai vu les 4 qu'elle avait attendus en croyant que j'allais revenir. J'ai vu l'année où elle a dû décider de continuer à vivre. J'ai vu l'homme en pyjama à côté d'elle. J'ai vu mon fils qui ne me reconnaissait pas. Tout en 3 secondes, je ne suis pas entré, pas parce que je ne le voulais pas, mais parce qu'entrer, c'était détruire une vie qui s'était construite sur mon absence.
Une vie qui n'avait pas demandé à exister mais qui existait. Une vie réelle, avec des personnes réelles, avec un garçon réel qui avait un père réel qui n'était pas moi. Je me suis retourné. J'ai descendu les 3 marches. J'ai entendu qu'elle disait mon prénom derrière moi, une seule fois, avec une voix que j'ai reconnue même après 7 ans. J'ai continué à marcher. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché cette nuit-là. Je sais que quand je me suis arrêté, j'étais dans un parc que je ne reconnaissais pas. Je me suis assis sur un banc. Il faisait froid. Je n'avais pas de manteau. Et là, seul, sur un banc dans une ville qui aurait dû être la mienne, je me suis permis pour la première fois en 7 ans de penser à tout ce qui s'était passé. 7 ans. 7 ans à compter les jours dans une cellule pour arriver à ça. 7 ans à m'inventer la voix de mon fils pour ne pas l'oublier. 7 ans à reconstruire le visage de ma femme chaque nuit avant de dormir pour qu'elle reste réelle. 7 ans à me dire de tenir, que ça en valait la peine, qu'il y avait quelque chose qui m'attendait. 2 tentatives d'évasion, des mois de conséquences, des nuits où la seule chose qui m'empêchait d'abandonner était une question. Qui va lui apprendre ce que ça veut dire de ne pas abandonner si moi j'abandonne maintenant? Tout ça pour arriver à une porte. Et que la porte soit ouverte par quelqu'un d'autre. Je n'ai pas crié sur ce banc, je n'ai pas pleuré. Il y avait quelque chose de pire que les larmes, une sorte de vide qui s'est installé dans la poitrine et qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais ressenti avant, ni à la guerre, ni à la captivité, ni au pire moment de ces 7 ans, parce que pendant ces 7 ans, il y avait toujours quelque chose contre quoi lutter. Cette nuit-là, il n'y avait rien. L'ennemi n'était pas une personne, ce n'était pas une situation, ce n'était pas quelque chose que je pouvais combattre, planifier, résister. L'ennemi, c'était que la vie avait continué sans moi. Et la vie n'a pas de coupable. J'ai trouvé l'hôtel en marchant. 3 rues de mon ancienne maison, la chambre la moins chère, 4 murs, un lit qui ne méritait pas ce nom. Je me suis assis sur le bord. Et je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a frappé plus fort que tout ce qui m'était arrivé en 7 ans. Je n'avais personne à appeler. Mes parents étaient morts avant que je parte. Je n'avais pas de frères. Les amis d'avant étaient les amis d'une vie qui n'existait plus. Les camarades de l'armée me croyaient mort. Il était minuit dans une chambre d'hôtel à 3 rues de chez moi. Et il n'y avait pas une seule personne dans le monde qui savait où j'étais. J'avais survécu 7 ans pour me retrouver complètement seul. C'était ce qu'il y avait de plus étrange dans tout ça, plus étrange que la porte, plus étrange que l'homme en pyjama, plus étrange que les yeux de mon fils me regardant comme un étranger. Pendant 7 ans, chaque pensée avait une fonction. Survivre, résister, ne pas oublier, ne pas abandonner. L'esprit en captivité est un esprit avec un seul objectif. Cette nuit-là, il n'y avait pas d'objectif. Et sans objectif, pour la première fois en 7 ans, je n'ai pas eu à penser à survivre. J'ai juste dû sentir ce que c'était de n'avoir plus rien. Je vais m'arrêter ici un moment. Parce que ce que je vais dire maintenant m'a coûté des années à comprendre. Et je ne veux pas le dire comme si c'était facile. Ça ne l'est pas. Et si je le dis comme si c'était le cas, je te mens. Cette nuit-là, je n'ai pas ressenti ce qu'on est censé ressentir quand on survit 7 ans et qu'on rentre chez soi. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Je n'ai pas ressenti de gratitude. Je n'ai pas ressenti que ça en avait valu la peine. J'ai ressenti une colère qui n'avait nulle part où aller. Je ne pouvais pas la diriger contre elle. Elle avait attendu 4 ans en croyant que j'étais mort. Ce n'est pas de l'abandon. C'est quelqu'un qui essaie de survivre avec ce qu'il a. Je ne pouvais pas la diriger contre mon fils. Il avait 6 ans quand on lui a dit que son père était mort. Il n'a choisi rien de ce qui lui est arrivé. Je ne pouvais pas la diriger contre l'homme à la porte. Il était à la place que je ne pouvais pas occuper. Alors je me suis assis sur ce lit, et la colère est restée là, à tourner en rond, sans sortie. Il y a un type de douleur qui est pire que la douleur normale. C'est la douleur qui n'a pas de coupable, qui n'a personne à blâmer, qui n'a nulle part où se reposer. C'est la plus difficile à porter. Si ça te remue quelque chose à l'intérieur, écris un mot dans les commentaires. Juste un.
Ceux qui arrivent jusqu'ici ont toujours quelque chose à dire. Les premières semaines ont été les plus étranges de ma vie. Et c'est beaucoup dire. L'armée m'a assigné un psychologue. Un homme calme qui parlait peu et écoutait beaucoup. On m'a fait passer des tests, des rapports, des réunions. Tout le monde voulait savoir comment j'allais. Personne ne savait vraiment quoi faire de ce que je leur racontais. Moi non plus. On m'a donné un appartement temporaire, petit, 4 murs et une fenêtre qui donnait sur une ruelle. Après 7 ans, c'était l'endroit le plus libre où j'avais été. Je ne pouvais pas y dormir. Après 7 ans à dormir par terre, le lit était trop mou. Le silence était trop silencieux. J'ai dormi par terre pendant des mois, avec la lumière allumée. Ma femme m'a appelé 3 jours après que je suis apparu à sa porte. On a parlé pendant 2 heures. Je ne vais pas raconter toute cette conversation. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'aux personnes qui les ont vécues. Mais je vais dire ça, elle ne s'est pas excusée, et je ne lui ai pas demandé de le faire, parce qu'il n'y avait rien dont s'excuser. Elle m'a dit qu'elle avait attendu 4 ans, qu'elle était allée aux obsèques, qu'elle avait gardé des affaires à moi dans une boîte, qu'elle avait mis encore 1 an de plus avant de sortir la boîte du placard, et que quand elle l'avait enfin fait, en pleurant seule sur le sol de la chambre, elle avait décidé que continuer à vivre n'était pas me trahir, que c'était la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle avait raison. Mon fils a pris plus de temps. Les enfants n'ont pas les mêmes mécanismes que les adultes pour traiter l'impossible. Pour lui, j'étais un homme qui était apparu à sa porte une nuit et que sa mère pleurait quand on le mentionnait. On s'est vu pour la première fois, seul, un samedi matin, dans un parc. Lui avec les mains dans les poches, moi sans savoir où mettre les miennes. Je ne lui ai rien demandé. Je ne lui ai rien expliqué. Je n'ai pas essayé de récupérer en une matinée 7 ans d'absence. Je lui ai demandé quel club de foot il supportait. Il m'en a cité un. Je ne connaissais rien de ce club. Je lui ai dit de me raconter. Et il a parlé pendant 40 minutes sans s'arrêter. Il ne m'a pas appelé papa ce jour-là, ni le suivant, ni pendant de nombreux mois. Le jour où il l'a fait, c'était un mardi ordinaire, en passant, sans s'en rendre compte, comme s'il l'avait toujours dit. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. 2 ans ont passé. 2 ans à reconstruire quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Ce n'était pas la vie que j'avais laissée. Ce n'était pas une nouvelle vie. C'était quelque chose d'intermédiaire, qui ressemblait de plus en plus à quelque chose de réel. Et c'est pendant ces 2 ans que j'ai compris ce que j'avais fait ce soir-là devant la porte. Je ne suis pas parti parce que je ne l'aimais plus. Je ne suis pas parti parce que j'abandonnais. Je suis parti parce que c'était la première chose dans ma vie que je faisais complètement pour quelqu'un d'autre, sans attendre quoi que ce soit en retour, sans que personne le sache, sans que personne me le reconnaisse jamais. Les stoïciens ont un nom pour ça. Ils appellent ça agir avec vertu, sans avoir besoin de témoins. Je ne savais pas que ça avait un nom à ce moment-là. Je savais seulement que c'était juste. Je n'ai pas de belles réponses pour tout ce qui s'est passé, mais j'ai quelque chose que quelqu'un m'a dit une fois, de mémoire, dans une cellule où il n'y avait pas de livre, pas de lumière, rien d'autre que du temps. Il m'a parlé d'un homme qui s'appelait Épictète, un philosophe grec né esclave, qui n'a jamais choisi rien de ce qui lui est arrivé, dont le système entier l'a trahi depuis qu'il a ouvert les yeux pour la première fois, et qui a pourtant écrit quelque chose qui est vrai depuis 2000 ans, que les êtres humains ne souffrent pas de ce qui leur arrive. Ils souffrent de ce qu'ils pensent, de ce qui leur arrive. Je n'ai pas compris ça sur le moment. J'ai pensé que c'était le genre de choses que dit quelqu'un qui n'a jamais vraiment rien perdu. Je l'ai compris des mois plus tard, quand je me suis rendu compte que la colère qui tournait en rond à l'intérieur de moi ne détruisait personne d'autre que moi, que les 7 ans étaient passés, que ce que j'avais trouvé en rentrant était passé, que rien de tout ça n'allait changer. La seule chose qui pouvait changer, c'était ce que je faisais à partir de ce moment-là. Pas avec cette vie-là. Cette vie n'existait plus. Avec celle que j'avais devant moi, je n'ai pas récupéré ce que j'avais perdu. Ça n'existe pas. Ça ne se récupère pas. On construit quelque chose de différent avec ce qui reste. Cette nuit-là, à l'hôtel, avant de me coucher, je n'ai pas éteint la lampe de chevet. Je ne sais pas pour qui je l'ai laissée allumée.
mais je l'ai laissé allumer. Il y a des gens qui, quand ils perdent tout, deviennent plus petits, plus fermés. Ils construisent des murs et ils appellent ça de l'expérience. Ils arrêtent de promettre des choses parce que promettre fait mal quand on ne peut pas tenir. Et il y a des gens qui, quand ils perdent tout, décident que ça ne va pas être la dernière chose qu'ils font, qu'ils vont recommencer à construire, sans garantie, sans savoir si ça va marcher. Sans demander la permission à la douleur pour commencer, ceux qui suivent cette chaîne savent déjà à quel groupe ils appartiennent. Les autres, ils retournent au scroll. Toi, tu sais déjà lequel des deux tu es.